Quoi de plus amusant que de créer des mondes virtuels installés dans son fauteuil? Mais même comme ça, construire une ville, gérer son développement à travers le temps n'est pas chose facile. Tant de paramètres à contrôler, tant de variantes qui décident de son déclin ou de sa réussite. De quoi me demander à quoi ressembleront dans le futur toutes ces villes que je connais? Finiront-elles sous cloche au fond de la mer? Ou suspendues dans le ciel, encombrées de voitures volantes? Avec des gratte-ciel à perte de vue? Tout cela me rappelle une BD. Tiens, c'était... La voilà. Ces dessins me font rêver. Mais reflètent-ils réellement l'avenir des villes? Tout cela mérite une enquête. Schuiten et Peters, les voilà, mes premiers témoins à rencontrer. Je monte dans le train et à Bruxelles, la capitale de la bande dessinée. On peut dire qu'il y a vraiment deux âges dans notre travail commun, à François Schuiten et à moi. L'âge des cités obscures et surtout les premières cités obscures, et puis l'âge des portes du possible et des cités obscures plus tardives. Dans une première période, c'est-à-dire les albums grosso modo des années 80 et début des années 90, on est dans un imaginaire où les grandes utopies existent encore et où en quelque sorte nous les déconstruisons. Dans la série Les cités obscures, il n'y a pas de personnages récurrents. Et dans les premiers albums, les personnages n'ont pas une énorme importance. On peut dire que le vrai personnage dans ces premiers livres, c'est la ville. Peut-être pas l'architecture, mais vraiment l'urbain, la ville. Et donc ces villes ont une personnalité forte, homogène, marquée. On peut dire par certains côtés que nos villes sont des caricatures. Alors, comment j'imagine les villes du futur? D'abord, sans doute que je les rêve plus que je les imagine, parce que c'est très difficile de savoir vraiment comment elles seront. C'est d'ailleurs une vraie difficulté, c'est qu'on voit qu'il y a, en fait, mine de rien, pas tellement d'utopie sur la ville du futur. On a quelques projections, mais on en a beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins que dans les années 60. On voyait les avions, les hélicoptères, les voitures volantes autour, des alignements de buildings et tout ça. On sent qu'on s'est un petit peu éloigné de cette vision. Je dirais qu'à un certain moment, l'état du monde a transformé complètement cette vision de la ville et que nous-mêmes, dans nos imaginaires, dans notre perçu, à travers nos voyages, nos lectures, etc., on a commencé à réagir autrement. Et là, on s'est dit finalement, critiquer l'utopie, ça n'a plus beaucoup de sens puisqu'il y a plus grand monde qui porte le projet utopique, notamment sur le plan urbain, on est vraiment dans la gestion, et donc remettons-nous à rêver. La ville en elle-même et la ville du futur peut faire peur, en réalité. On sent qu'il y a plutôt une inquiétude maintenant, que les grandes visions des années 60, des années 50 ne sont plus du tout, ne font plus rêver. Elles donnent le sentiment de ville effrayante, de ville mangeuse d'hommes et de femmes. Donc il y a un vrai problème à projeter la ville. Parce que maintenant, sans doute que la ville du futur sera composite. Elle sera faite de choses du passé, elle sera faite d'éléments beaucoup plus hétéroclites. Elle devra se constituer, se construire en tenant compte du développement durable. Et tous ces éléments-là ne simplifient pas une vision simple. Est-ce que le lieu de la ville utopique n'est pas le roman, n'est pas le film, n'est pas le décor de théâtre ou n'est pas la bande dessinée? Est-ce que finalement l'utopie urbaine n'est pas quelque chose qui est là pour proposer un modèle de développement original, fantasmatique, dont quelques éléments peuvent être repris dans le réel, mais d'une certaine façon, le vrai lieu de la ville utopique resterait le papier? Je quitte Bruxelles bien décidé à obtenir des réponses à mes questions. Une ville dans une bulle. Voilà, dans une bulle d'eau et d'air. Je pense que ce sera une ville
assez respectueuse de l'environnement, je pense. Je veux voir ces villes du futur, sans griller d'étapes, en commençant par le début. Et le début, les débuts, un historien est qualifié pour m'en parler. Mathieu Pou est l'homme qu'il me faut. Je le retrouve à Lyon, au musée de la civilisation gallo-romaine. Les premières villes apparaissent dans l'Antiquité, grosso modo, entre le XIIe et le VIe millénaire avant notre ère. Alors évidemment, la question est de savoir à partir de quel moment une agglomération plus ou moins importante devient un centre urbain, au sens actuel du terme. Et ces villes naissent évidemment de la réunion de groupes humains, qui sont au départ sédentaires, agriculteurs, éleveurs, qui se réunissent dans des agglomérations de plus en plus importantes, de plusieurs dizaines, centaines, milliers d'habitants. Et la ville, c'est avant tout un problème social, c'est-à-dire, vous connaissez l'analogie entre le terme grec polis, la ville, et la politique. C'est-à-dire la ville, c'est avant tout un moyen de vivre ensemble. La ville de Lugdunum, où nous trouvons actuellement, qui a donné la ville de Lyon aujourd'hui, est une colonie romaine implantée par l'Empire romain dans ses provinces, juste après la conquête de la Gaule, en 43 avant notre ère. Et là, évidemment, c'est la possibilité pour les urbanistes, les architectes, de planifier une ville selon leur schéma idéal de la ville. Et cette ville, elle est orthonormée, c'est-à-dire qu'elle possède des rues à angle droit, un centre public bien organisé, une organisation de l'habitat en îlots, et puis un centre-ville donc qui possède déjà des équipements qui lui permettent d'assurer la cohabitation de ces groupes urbains importants. Les problématiques qui se posent dans l'Antiquité autour de la question de la ville sont extrêmement actuelles pour nous, extrêmement modernes. La notion de verticalité, par exemple, aujourd'hui, il faut savoir que la concentration démographique qui caractérise une ville comme Rome, les grandes villes d'Italie, a très tôt posé le problème de la spéculation et du prix du terrain, le prix du mètre carré en centre-ville. La solution retenue, bien entendu, c'est celle d'habitats superposés en hauteur. Et il faut savoir qu'à Rome, au IVe siècle, on ne totalise pas moins de 46 000 immeubles de ce type, entre 3 à 5 étages. D'accord, les villes ne naissent pas n'importe où, et encore moins n'importe comment. Finalement, les différentes époques des villes s'entassent les unes sur les autres, comme un millefeuille. Sans jouer à l'historien moi aussi, je me fends de quelques lectures très éclairantes sur l'évolution d'une ville au fil des siècles. C'est comme si je voyais un film en accéléré. Après le Moyen-Âge et sa cité, la révolution de la Renaissance bien sûr. D'après ce que je comprends, l'invention de la perspective a permis de dessiner la ville telle que l'œil humain l'aperçoit. Conséquence, le centre de la ville a bougé de la cathédrale vers le palais du roi. Et c'est sous Louis XV que l'architecte Claude-Nicolas Ledoux dessine un nouveau modèle de ville où l'industrie, et non plus le pouvoir, détermine l'organisation de l'espace. Au XIXe, Tony Garnier conçoit sa cité industrielle idéale, en essayant de régler les nouveaux problèmes liés à la surpopulation urbaine, l'hygiène et la pénurie de logements. Ce projet n'a jamais été réalisé. Le travail de Tony Garnier s'inscrit dans cette continuité, donc dans toute cette réflexion qui s'ancre très profondément dans le XIXe siècle et que l'on va continuer ensuite dans cette première moitié du XXe siècle. La ville, dans la cité industrielle de Tony Garnier, est édifiée sur un grand plateau qui est orienté au sud. Une fois de plus, ce n'est pas le hasard, c'est la meilleure orientation pour avoir donc les meilleures conditions de salubrité. Cette ville est aussi desservie par la voie ferrée. Séparation des zones résidentielles, de celles qui vont être plus spécifiquement destinées aux activités industrielles, c'est-à-dire qu'on va séparer les activités les plus polluantes des autres. L'industrialisation, on va essayer aussi de la faire rentrer dans l'architecture, dans la fabrication de la ville, avec cet espoir que le progrès va permettre de construire une ville meilleure. En suivant la piste de Tony Garnier, je tombe forcément à Firminy face au bâtiment de Le Corbusier, l'héritier le plus célèbre de Tony Garnier. Dans cet ensemble d'habitations pour 4000 personnes, on trouve tout le nécessaire pour vivre sur place.
des écoles sur le toit aux laveries. On l'aura remarqué, Le Corbusier mise sur la densification des villes à la verticale pour épargner les espaces verts. Certains architectes ont réalisé leurs rêves à une échelle plus large, et cela a donné naissance aux villes nouvelles. Je rencontre Paul Arnoux pour qu'il me raconte sans langue de bois cette nouvelle aventure urbaine. Dans les années 70, il y a eu en France toute une conception où on voulait faire de la ville nouvelle et où là aussi tous les architectes, les urbanistes, les géographes, les sociologues se sont dit on va tenir compte de toutes les erreurs et de toutes les réussites du passé pour faire vraiment des organismes urbains qui tiennent la route. Alors, une ville nouvelle, c'est une ville qui a été pensée par des architectes, qui a été financée par des promoteurs, qui a été voulue par des politiques, qui a été occupée par des gens qui avaient qui se sont installés là et qui avaient envie de créer. Mais tous ces gens jeunes, maintenant, 30 ou 40 ans ou 50 ans après, sont devenus des vieux. Et souvent, les villes nouvelles, les crèches sont devenues des résidences pour personnes âgées. Donc, le propre d'une ville nouvelle, c'est de devenir rapidement une ville mûre ou peut-être même une vieille ville. Et il y a des bâtiments qui vieillissent plus ou moins bien aussi en fonction de la qualité architecturale. C'est souvent des bâtiments qui ont été faits pour durer 30, 40 ans. Donc, la dégradation, ça se lit particulièrement dans des villes qui ont été pensées pour être neuves. On voulait en faire des villes où les gens habiteraient et travailleraient, mais ils travaillent souvent quand même dans la ville-centre. Les gens des villes de la périphérie parisienne vont souvent travailler à Paris, voire ailleurs. Il y a toujours cette dissociation entre le lieu de travail, ce qui provoque des dysfonctionnements dans les engorgements des voies de circulation, les embouteillages, la pénibilité. Et leur objectif n'a pas été totalement atteint. D'en faire des organismes un peu indépendants et autonomes, ça reste des villes satellites, ça reste des villes dortoirs, ça reste des villes où les gens dorment la nuit, mais ils partent travailler ailleurs le jour. Que donne une ville nouvelle rêvée à une échelle encore plus large? La réponse est au Brésil, avec sa capitale, Brasilia, dont le plan est celui d'un oiseau. Cette ville qui a surgi du néant et où l'on trouve concentrée l'administration du pays, a été construite en 1000 jours. Aujourd'hui, 2 millions de personnes l'habitent. Elle est l'incarnation des principes fonctionnalistes, à savoir à chaque quartier sa fonction. Une fois sur place, j'en profite pour aller à Curitiba pour rencontrer l'architecte et ancien gouverneur Jaime Lerner qui a changé le visage de sa ville. Il appliqua une politique de développement durable, des transports collectifs propres, le recyclage des ordures ou le respect des espaces verts. Avec une expérience pareille, son regard sur l'avenir des villes m'intéresse fortement. Eu não sei como vai ser, eu sei como não vai ser. A cidade do futuro não será uma paisagem do Flash Gordon, como querem os otimistas. Ela não será uma paisagem do Blade Runner, como os pessimistas imaginam. Por quê? Porque fisicamente a cidade de hoje não é muito diferente da cidade de 300 anos atrás. Mas o que nós não estamos notando é que a cidade já mudou muito. E qual é a grande revolução que já aconteceu na cidade? Primeiro, o wireless. Você pode ter equipamentos hoje de alta tecnologia e esses equipamentos podem entrar em qualquer envelope, em qualquer invólucro, em qualquer casa, em qualquer construção. O segundo é a diminuição dos geradores, da escala dos geradores de emprego. Então, antigamente existiam as grandes fábricas, né, que estavam dentro da cidade. Mais tarde, começaram a colocar as grandes fábricas fora da cidade. Hoje, esses geradores de emprego diminuíram de escala. Tem petroquímicas, mas a grande parte dos geradores de emprego são serviços. São indústria do vestuário, indústria do alimento. Tudo isso são menores, são pequenas e hoje podem estar misturados na vida da cidade. Isso vai ser muito positivo para a vida das pessoas. Vai permitir que as pessoas possam morar mais perto do seu trabalho. Entre Curitiba, surnommée la ville des hommes, et Brasilia, la géante en béton armé,
Laquelle des deux incarne le mieux la ville du futur? Retour en France pour rencontrer de jeunes architectes qui travaillent sur des projets de villes nouvelles. Mais ils le font à partir de choix très différents. L'un de ces projets concerne une ville bâtiment pour 400 000 habitants, l'équivalent de la ville de Lyon. Alors ici, on est effectivement sur la représentation du projet pour la Corée, donc de cet anneau qui concentre toutes les nouvelles fonctions urbaines de la capitale administrative, avec pour objet la réalisation d'une ville nouvelle, en tout cas du quartier des ministères de cette ville nouvelle, pour désengorger Séoul par rapport à ses fonctions administratives, mais pas simplement universitaires aussi. La réponse qui a été faite, notamment avec cette figure de l'anneau, se rapproche, je dirais, de celle que l'on a fait quelques années plus tard sur Copenhague, avec toujours cette recherche de combinaison, de juxtaposition de toutes les fonctions, qui permet de faire coexister une fonction ministérielle avec une fonction commerciale, avec une fonction d'habitat. L'ensemble étant contenu dans cet anneau. Donc, on a mis en place plusieurs systèmes de transport internes à l'anneau. Anneau lui-même connecté au reste de la ville, qui se développe autour de nouveaux quartiers universitaires, de nouveaux quartiers résidentiels. Donc la figure de l'anneau constitue l'espace central de la ville, et le cœur de l'anneau est occupé par un vaste parc qui devient aussi l'élément très emblématique de cette nouvelle capitale administrative pour la Corée du Sud. Un autre projet, cette fois pour le Danemark, attire mon attention. Là aussi, l'intérêt écologique est pris en compte. Alors les 3 points qui font la particularité de ce projet, c'est d'intervenir sur un site vierge, complètement vierge, de concevoir une ville comme un bâtiment et de mélanger l'ensemble des fonctions, c'est-à-dire la mixité la plus totale. Donc, on va avoir 40 000 habitants, l'équivalent de 40 000 personnes qui travaillent, à peu près de 40 000 emplois. On a du commerce pour 40 000 personnes, à peu près. Alors dans cette ville-là, dans ce projet-là, on imagine une espèce de très 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 grand toit végétalisé. Ça veut dire qu'on est en mesure à un moment donné de proposer un système urbain, et c'est là-dessus qu'on a travaillé, où on urbanise 200 hectares et on propose 200 hectares de parcs en toiture. Je résume. Pour certains architectes, on peut construire une ville sur un terrain vierge en attribuant à chaque secteur une fonction. Pour d'autres, il est nécessaire de tout mélanger. À cela, il faut ajouter que la plupart des villes du futur ne sont pas autre chose que le futur des villes déjà existantes. Il faut donc tenir compte de leurs caractéristiques, de leur histoire, ou plutôt de leurs histoires. Parce qu'une ville, ce n'est pas seulement des bâtiments et des rues, mais surtout ses habitants. Qui mieux que des sociologues pour me renseigner sur leur sujet? La ville est un énorme ensemble de micro-proximités quotidiennes entre des populations hétérogènes, diversifiées, et un espace qui est malgré tout marqué par une certaine densité du peuplement. On ne cesse de nous rencontrer en ville, physiquement, de voir des gens avec qui on n'a a priori rien à faire, mais des rencontres peuvent émerger de cet ensemble de proximités entre anonymes. Si on regarde dans le passé, c'est comme ça qu'il faut interroger le futur, on voit quand même que la plupart des utopies urbaines ne se sont jamais réalisées dans la façon dont elles ont été envisagées à un moment donné. Donc ce qui amène encore un peu plus de modestie dans la façon de penser éventuellement ce que serait l'avenir des villes. Alors on a quelques
données justement de prospective démographique qui permettent quand même de voir un certain nombre de choses. Donc pour donner juste un exemple, en 2007, et pour la première fois, donc la population urbaine au niveau mondial est majoritaire. Voilà. Et les projections qu'ils ont faites, c'est qu'en 2050, on sera à 70% de gens habitant en ville. Et à l'évidence, le développement des villes dans les pays qu'on dit du Nord, ce ne sera pas du tout la même chose que le développement des villes dans les années à venir dans les pays, entre guillemets, du Sud. Et on va moins assister à ce qu'on a assisté au XXe siècle, c'est-à-dire à l'apparition de très très grandes métropoles. On assistera plutôt au développement, et notamment dans les pays du Sud, de villes autour de 500 000 habitants. Hélas, la plupart des utopies urbaines est restée à l'état de projet. Ce n'est pas une raison pour me donner des réponses aussi prudentes. On ne peut vraiment rien savoir des villes du futur. Afin de voir plus clair, j'ai contacté le laboratoire Maparia, qui travaille dans la recherche graphique liée à la ville. On est dans l'école d'architecture, dans les locaux de l'école d'architecture de Lyon, et donc dans les locaux particuliers du laboratoire, qui fait partie d'un laboratoire beaucoup plus vaste, qui regroupe des différentes équipes de recherche qui sont situées surtout dans les écoles d'architecture en France. Ce qui nous intéresse, c'est sur un objet très complexe, extrêmement complexe qu'est la ville, c'est de trouver des moyens de la modéliser, c'est-à-dire d'en extraire un certain nombre de lois, de règles, de comportements, à des fins de pouvoir les reproduire, de les comprendre d'abord, et puis de pouvoir les reproduire pour faire de la simulation. C'est-à-dire essayer d'imaginer quels sont les paramètres qui vont nous pouvoir de construire la ville future, c'est-à-dire d'en dessiner un certain nombre d'hypothèses. Alors dans le cadre de l'enseignement, on essaie de s'appuyer bien sûr sur les compétences du laboratoire. Ce travail-là, c'est un travail qui est demandé aux tout jeunes étudiants en école d'architecture, c'est-à-dire ils sortent du baccalauréat, ils viennent à l'école d'architecture, et le travail qu'on leur demande, c'est d'essayer de trouver, à travers des outils de modélisation et de représentation, de trouver le moyen d'exprimer par l'image ce qu'ils imaginent de la ville. Alors on n'a pas la prétention de leur faire à ce moment-là comprendre ce que c'est que la ville ou l'urbanisme, mais surtout de leur faire comprendre quel est le processus qui leur permet de passer d'une image mentale, c'est-à-dire de la représentation qui se font de l'objet ville, de leur donner les moyens, les outils, et notamment numériques, qui leur permettront de projeter ensuite, donc de montrer et de partager l'image de la ville telle qu'ils l'ont en tête. Mon activité au sein du laboratoire tourne autour de deux axes, en fait, de deux pôles. On va dire un axe plus orienté modélisation patrimoniale, donc là au service de la représentation et de la valorisation du patrimoine architectural bâti. Et un deuxième axe de recherche donc, qui concerne plus donc, ce qui est génération automatique, morphogénèse donc, d'objets architecturaux ou urbains. Ce qui est intéressant ici, c'est que voilà, simplement en cliquant successivement sur ce bouton, on va générer des objets qui seront à chaque fois sensiblement différents les uns des autres. Donc ici, on a exploité, on va dire, l'outil qu'on vient de voir pour essayer de mettre en place en 3D, dans une vision un peu futuriste de ce que pourrait être Lyon, peut-être dans quelques dizaines, voire dans quelques centaines d'années. Nous avons fait un travail plus du domaine de l'imaginaire que du prospectif. C'est complètement démentiel. Mais peut-être pas autant que ça. J'ai entendu parler d'un projet de gratte-ciel pour Paris qui vaut la peine d'être vu. Je me rends à la capitale, au cabinet d'architecte XLGD. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Suivez-moi.
Alors ce projet qui s'appelle VUB, c'est-à-dire Vertical Urban Biotope, a été présenté pour la première fois en 2007 dans le cadre de la Skyscrapers Competition, qui est une compétition américaine qui vise à révéler ce que devrait être ou ce que serait le gratte-ciel du nouveau millénaire. Nous avons choisi de l'implanter dans le centre de Paris. C'est un projet qui s'attaque à la vieille ville, c'est-à-dire que c'est un projet qui ne vient pas consommer d'espace vert extérieur. Nous avons implanté un maillage de tours qui vont venir s'implanter non pas à la place de Paris, mais dans Paris même. Il ne s'agit pas d'immeubles en soi, mais d'immeubles superposés à l'intérieur d'une éprouvette de verre, elle-même posée sur des pieux. Dans les endroits où on va pouvoir trouver des appuis, on vient supporter une gigastructure qui va venir créer de la réserve foncière pour plusieurs décennies, voire centaines d'années. De la même façon qu'il est important de créer de la réserve foncière pour les villes de demain, il est important d'amener du végétal sur ces réserves foncières. Il existe plusieurs projets aujourd'hui dans le monde d'agriculture urbaine verticale. En quoi consiste notre proposition? Il s'agit d'une culture hors sol. Eh bien, on va l'implanter dans la double peau, c'est-à-dire on va l'implanter entre l'enveloppe vitrée qui délimite notre biotope, notre éprouvette qui contient sa ville, et puis la ville elle-même. On va se servir de cet intervalle pour cultiver différentes espèces et un climat intérieur qui va nous permettre de traiter également l'air des immeubles qui habiteront les plateaux que nous avons créés dans le biotope. Une tour qui mesurerait simplement 150 mètres de haut permettrait de produire un équivalent de 10 hectares de surface agricole au sol. Les villes que nous avons construites jusqu'à présent sont de véritables radiateurs. Chaque fois qu'on injecte de l'énergie dans un dispositif technique, chaque fois qu'il y a du frottement, chaque fois qu'il y a un travail, au sens énergétique, il y a dégagement de chaleur. Ce que l'on se propose, c'est d'exploiter un phénomène qui est le phénomène de vortex. Un vortex, c'est ce qui se produit quand, dans le cas d'une tornade, on a un point bas et un point haut avec une différence de température suffisamment élevée pour entraîner un courant d'air qui va se mettre en torsion et va s'accélérer considérablement. Partant du fait que la ville fonctionne comme un radiateur, on se propose de mettre en œuvre ce dispositif de vortex en commençant par capter avec, vous voyez ici, les capteurs thermiques qui viennent chapeauter les toitures des bâtiments existants et qui viennent conduire l'air chaud dans la base du vortex de façon à générer ce delta de température. Ce vortex va avoir une efficacité aérolique extrêmement supérieure, entre 10 et 100 fois supérieure à ce qu'est une éolienne traditionnelle. Ce futur dans des éprouvettes géantes me semble bien fantastique. Mais Xavier Lagourgue m'a bien dit que son projet est avant tout un exercice et qu'il n'est pas destiné à une application immédiate. Je me dis qu'il faut revenir sur Terre et qu'il est temps de consulter des spécialistes très concernés par mon sujet, les urbanistes. L'urbanisme est né en fait du souci lié à la ville industrielle d'Amérique du Nord et d'Europe, qui est un problème aujourd'hui de développement des villes partout dans le monde, qui est d'arriver à organiser une croissance urbaine qui mêlait à la fois des fonctions industrielles et des fonctions résidentielles dans une concentration qui posait de réels problèmes, notamment sanitaires, aujourd'hui on dirait environnementaux. Les métiers de l'urbanisme sont extrêmement diversifiés. En fait, c'est quelqu'un qui se trouve en situation de parler avec plein de techniciens différents, des politiques, et d'essayer d'amener tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, à collaborer ensemble autour d'un projet collectif qui est le projet du développement d'une ville, d'un morceau de ville,
d'une thématique urbaine. Et donc c'est quelqu'un qui est capable, sans être véritablement spécialiste de tel ou tel domaine, de faire dialoguer les spécialistes, de faire dialoguer les élus aussi avec les habitants, et d'arriver à concrétiser les intentions des uns et des autres dans un projet qui peut être plus ou moins matériel, plus ou moins dessiné. La ville de l'avenir sera forcément des villes qui resteront des mégalopoles, de très grandes villes-territoires, mais qui seront organisées autrement. C'est-à-dire que nous serons urbains, toujours plus urbains, mais urbains autrement. Y compris les agriculteurs seront des urbains. Donc nous aurons affaire à ces espèces de grands conglomérats urbains qui seront polycentriques, c'est-à-dire faits de plusieurs centres, à l'intérieur desquels, à l'intérieur de ces microcentres constitutifs d'une très grande mégalopole, nous pourrons retrouver la ville de la proximité au service urbain, la ville à portée de main, la ville du piéton. Et nous pourrons trouver à d'autres échelles, à l'intérieur de ces grandes mégalopoles, des pans entiers de nature. Donc voilà, pour l'avenir déjà, ce sera ça, c'est que ça va être de toute façon quelque chose qui va nous surprendre. Mais pour parler de manière plus concrète, il y a par exemple deux aspects qui aujourd'hui fondent nos villes. C'est la mobilité et l'individualisation des modes de vie. C'est-à-dire le fait que nous devenons de plus en plus des individus et de plus en plus des individus mobiles. Je crois que ça, dans l'immédiat et pour un futur assez proche, on ne voit pas comment la ville pourra s'en défaire. La mobilité? Quelle mobilité dans les villes de demain? Et à quel prix? Autant interroger un économiste spécialiste des transports. La principale évolution que nous avons vue depuis 10 ou 20 ans dans les villes européennes, c'est la réduction tendancielle des vitesses automobiles, principalement pour des raisons de sécurité, également pour des raisons de pollution et de bruit, mais de plus en plus pour des raisons de consommation d'espace. Donc si on réfléchit maintenant à ce que pourrait être la mobilité dans les villes à l'horizon de 2030 ou 2050, eh bien il faut d'abord prolonger ces tendances. Et en prolongeant ces tendances, ce que nous voyons, c'est la priorité d'une part au transport lent, c'est-à-dire la marche à pied et les vélos, parce qu'ils ont le gros avantage de consommer peu d'espace et d'assurer un débit relativement important de personnes. Et d'autre part, les transports collectifs, parce que ceux-ci peuvent être plus rapides, exemple un métro souterrain, exemple un train, exemple un tramway ou un bus en site propre. Il faudra en quelque sorte substituer à la vitesse du déplacement la vitesse des connexions. Et donc si vous êtes dans un train de banlieue qui fait une vitesse commerciale relativement lente et qui va vous obliger à mettre 1 heure le soir pour rentrer chez vous, mais si dans ce train, vous avez la possibilité d'être connecté à Internet, la possibilité d'avoir une prise électrique pour faire fonctionner votre ordinateur, la possibilité d'être assis, ce qui est très important, et non pas debout, serrés les uns contre les autres, si vous avez un relatif confort dans le déplacement de ce mode de transport collectif, eh bien, le temps sera bien utilisé. Et donc, grâce aux outils modernes de connexion, et on pense bien sûr à Internet et au téléphone, eh bien, la gestion du temps sera beaucoup plus facilitée. Et c'est comme cela que le transport collectif sera plus facilement accepté. J'espère que ce sera beaucoup plus écolo, qu'il y aura beaucoup plus de transports en commun pour avoir à éviter de prendre encore sa voiture et surtout que ça coûte très cher. Et puis plus de nature, parce que c'est vrai que là les arbres ils sont un petit peu rares et voilà quoi. Enfin une ville qui soit pas trop une ville, moi c'est ce que j'aimerais après. La ville du futur, ça serait un monde où tout le monde s'aimerait bien, où tout le monde apprécierait tout le monde. De la place dans les centres-villes avec beaucoup plus de piétons et beaucoup moins de voitures avec des vélos et tout ça et voilà quoi. L'amour des gens, l'amour des êtres humains et tout ce qui s'ensuit. Ah, la ville du futur? Eh bien écoutez, le NTP, on travaille dessus. Venez avec moi au laboratoire. Alors, vous êtes ici au laboratoire des sciences de l'habitat
donc un laboratoire d'une trentaine de personnes qui travaillent sur un certain nombre de sciences autour du bâtiment, et nous nous concentrons sur des sujets liés à l'énergie, l'économie d'énergie, qui est un grand sujet du moment. Notre objectif, c'est d'essayer de contribuer à l'évolution de la qualité dans ces bâtiments avec le minimum de ressources possibles, tant sur le plan énergétique qu'au niveau des matériaux. Ici, on a un exemple de bardage polycarbonate avec isolant interne intégré. C'est une proposition pour faire des parois de bâtiments industriels ou tertiaires lumineuses. Et vous observez qu'on peut en plus en profiter pour changer la teinte du matériau en colorant le polycarbonate. On a aussi des possibilités de travailler sur des tubes de lumière. Ce sont des systèmes qui permettent à la lumière naturelle de pénétrer en profondeur dans le bâtiment, sur des distances allant jusqu'à 15 mètres. La lumière est récupérée sur le toit du bâtiment, par cette voûte ici, et elle est conduite à l'intérieur. Ici, en fausse couleur, vous avez un plan d'un étage typique d'un immeuble de bureaux, avec des bureaux en périphérie. Donc les façades sont ici. Vous avez le couloir central avec les escaliers, les sanitaires. La partie ici en bleu est une partie qui n'est pas éclairée en lumière naturelle. La lumière est beaucoup plus forte à proximité des fenêtres et diminue quand on rentre dans les pièces, en fonction des fenêtres. Eh bien, on peut modifier des systèmes avec un peu plus de transparence, par exemple, au niveau de ces parois, et faire rentrer la lumière et retrouver un bâtiment beaucoup plus lumineux dans sa globalité que le bâtiment classique. Impossible pour moi d'ignorer plus longtemps le rôle que jouera l'énergie dans la ville de demain. J'ai entendu parler de façades intelligentes pour les immeubles. Je file au CETIL, le centre thermique de Lyon, pour en savoir plus. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette façade, en fait, elle est composée de deux parois. Une paroi qui est la façade primaire du bâtiment, une paroi dotée de panneaux photovoltaïques. Ce ne sont plus des façades passives, maintenant elles deviennent actives. Ce sont des façades intelligentes, multifonctionnelles, puisqu'elles vont produire de l'électricité, de la chaleur. L'électricité qui va être utilisée directement dans le bâtiment et la chaleur qui va pouvoir être récupérée en saison froide, par exemple, pour le préchauffage des locaux. Ce sont des technologies qui vont être développées pour les bâtiments, les nouveaux bâtiments donc en construction, mais qui également pourront être intégrées sur des bâtiments existants dans le cadre de réhabilitation. Je demande alors à ces scientifiques de me donner leur avis sur les dessins et les projets que j'ai récupérés au long de mon enquête. Ça suppose qu'on a besoin de capter de l'énergie et qu'on va tous ensuite effectivement avoir besoin à un moment donné d'énergie à un endroit, mais si individuellement on est capable d'avoir de l'énergie. Pour moi, les maisons individuelles, forcément, c'est le pire modèle en termes d'utilisation d'énergie pour le transport. Parce que tu vas devoir transporter toutes ces personnes une par une, aller les amener à des lieux de travail éventuellement différents. La technique qu'on est en train, on travaille sur des choses comme ça, va pas du tout dans un fonctionnement comme ça, où tu mets les gens, tu les isoles, où tu essaies de... C'est pas ça pour moi. Tu les isoles pas ici, c'est ici que tu les isoles. Tu les mets dans une petite boîte ici. Ici, au contraire, ils se croisent, ils prennent les ascenseurs en commun. Ah, tu te vois là-dedans, toi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je me vois avec mon fils en train de commenter la ville, commenter la ville comme je vais le faire. La gestion de l'espace qui apparaît dans tous ces dessins. Il y a une gestion de l'espace parce que là, il y a une concentration par des tours très verticales de très haute dimension. On retrouve cet espace vertical. Je sens des structures aussi verticales que ça. On sait globalement qu'on va avoir de plus en plus d'aléas climatiques. Est-ce que c'est très compatible? Des structures comme ça, il y aura des grandes difficultés qui seront mécaniques. Il y a dans ce document quelque chose de positif parce qu'on regarde les petites maisons et la verdure, mais il y a quand même cet aspect noirâtre en haut quand même. Hein. Donc j'en déduis globalement que tous ces dessins sont quand même assez pessimistes sur la qualité de la vie. Ils ont tous lu leur rapport. Détail curieux, c'est grâce aux divergences des spécialistes, grâce à leurs désaccords,
que je comprends à quel point l'avenir de la ville est incertain. De quoi m'interroger? Quelle ville pour demain? Une ville béton livrée à elle-même? Une ville verte et sécuritaire, comptant autant de caméras de surveillance que d'habitants? Peu à peu, le doute m'envahit. Pire des villes du futur, je pense qu'elle... Enfin, j'ose même pas l'imaginer. C'est la ville actuelle dans ce qu'elle a de plus terrible, c'est de la ségrégation, c'est la pollution, donc des risques pour la santé, des risques sanitaires importants. C'est des risques d'exclusion. Peut-être que la ville cauchemar, c'est une ville qui est toute en entité autonome et où il n'y a rien qui est connecté ensemble. Les villes ne seraient peut-être plus que des concentrations de gens qui ne peuvent pas aller ailleurs. C'est essentiellement de pauvres et d'exclus, et effectivement des poches de violence et de pauvreté, parce que les fonctions urbaines indispensables pourront s'être exercées dans un monde totalement virtuel. Quel cauchemar! Les villes ne peuvent pas devenir ça. Le pire est-il sûr? Peut-on tout prévoir? Peut-on planifier l'avenir d'une ville et de ses habitants? Et quel modèle de ville à construire? Quelques pistes pour mieux comprendre. Croissance démographique considérable. Et donc la planification urbaine entre constamment en conflit avec une sorte de croissance spontanée de la ville, et on remet de l'ordre là où le désordre se fait, mais on laisse le désordre se faire. Un ordre qui n'inclut pas sa part de désordre, une conception urbaine qui n'inclut pas une croissance d'ordre quasi biologique, c'est vraiment traiter la ville comme un corps mort. Aujourd'hui, planifier, c'est planifier les émanations de gaz à effet de serre, c'est planifier la question des inégalités sociales. Donc c'est en réalité trouver des moyens collectifs pour répondre à des enjeux sociétaux, environnementaux et économiques, en essayant de faire en sorte que l'un ne l'emporte pas trop sur l'autre. Le projet urbain, quand il se réalise, se transforme. C'est la limite de tout ce qui est projet, planification, ça ne l'invalide pas. Mais ce que ça devient reste en partie ouvert. Donc je crois qu'il faut dépasser cette opposition un peu stérile pour essayer de réfléchir au fait que ville diffuse il y a, et elle va rester, à côté de la ville dense, qui va rester aussi, et qu'il faut maintenant réfléchir à aménager intelligemment cette ville diffuse, de telle sorte qu'on en fasse sortir les qualités intrinsèques et qu'on essaye d'adapter, je dirais, cette ville diffuse aux nécessités d'un minimum de vie collective. La question qui se pose de façon très simple, c'est comment assurer sur un périmètre que l'on va déterminer comme fini, la ville est à ce niveau d'évolution aujourd'hui et on souhaite qu'elle ne s'agrandisse pas davantage, comment arriver à créer de la réserve constructible pour les générations à venir, sans augmenter ce périmètre construit et sans venir consommer d'autres terres destinées aujourd'hui à l'agriculture ou aux réserves vertes. Eh bien, en toute logique, cette ville ne pourra que croître verticalement. Je suis d'accord. L'avenir de la ville est ouvert. Mais qui décide de cet avenir ? Il y a une multitude d'actes, de décisions, de personnes, d'institutions qui sont sur le champ de la décision de la ville. Et les acteurs privés sont de plus en plus importants par rapport aux années passées. C'est de plus en plus un dialogue. Alors un dialogue, c'est plus ou moins facile, mais voilà, où chacun comprend et essaie de comprendre l'autre. Donc de plus en plus, la ville du futur, ça va être une multitude d'acteurs privés plus ou moins importants, et où le public, pour ne pas être complètement débordé, il faut qu'il arrive à comprendre, à anticiper, donc à avoir une ingénierie suffisante, et donc des moyens aussi financiers suffisants pour se l'offrir, aussi bien en interne qu'à y chercher aussi des architectes privés, des sociologues, des urbanistes. Donc c'est toute une ingénierie qui permet à ce que le public maîtrise à peu près ce que la ville veut. Je poursuis mon enquête. Une personne m'intrigue encore,
Cet artiste rencontré lors d'un vernissage. Sa particularité, il fait du miel urbain, rebaptisé miel béton. Je travaille avec des abeilles qui habitent la ville et qui n'ont pas eu besoin de moi pour habiter la ville. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des abeilles en ville. L'apiculture urbaine, je ne suis pas l'inventeur de ça. La seule chose, c'est que je mets en place des protocoles ou des dispositifs qui permettent de rentrer en cohabitation totale avec les abeilles. Comment est-ce qu'à un moment, une ruche posée sur un trottoir crée un accident? Comment cet accident crée une curiosité qui finalement se partage et on se retrouve avec une communauté d'humains autour d'une communauté d'abeilles. Le point de départ en fait, de cette expérience qui s'appelle en gros maintenant la pollinisation de la ville, c'était de regarder en gros à quel moment on se retrouve avec des conditions de nature surnaturelles, quoi. À quel moment en fait les urbains sont, on pourrait dire, déconnectés du sol, voilà, extraterrestres, voilà, sortis de la terre, détachés de cette de la ressource, de la notion de ressource ou de la notion de saison. Et donc cette relation plutôt du coup surnaturelle va faire qu'on se retrouve dans un rapport de force à considérer en gros la ville et la campagne. Voilà, on est un choix radical qui serait de ville et de campagne. Et comment, en gros, l'étalement des villes, la façon qu'on a de considérer les villes nouvelles comme des villes véritables, et la façon qu'on a aussi de voir que ce ne sont pas des villes véritables, ce sont des artifices de villes. En tout cas, dans un certain nombre d'endroits, ça ne fonctionne pas. C'est qu'on accumule de la sécurité, du confort, du travail, mais que ça ne fabrique toujours pas de la ville, et que fabriquer de la ville, c'est peut-être un peu plus compliqué que uniquement un RER et des lotissements qui sont répétés comme ça. Le monde va mal. C'est qu'en fait, la joie de produire du miel en ville, d'un miel béton qui, en plus, en quantité, en complexité aromatique, est surprenant. Je dis que c'est surprenant d'avoir une quantité de miel en ville, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait le ratio et la comparaison d'une production de ruches entre une zone dense urbaine et une zone de grande culture, on va dire, on se retrouve avec une ruche qui, en ville, produit 4 à 5 fois plus de miel que dans la majorité des régions rurales de France. En plus, le miel était bon. Au terme de mon enquête, je peux retenir quelques tendances. Aujourd'hui, on est en train de développer un nouveau modèle qu'on pourrait appeler la ville nature. C'est aussi la ville du développement durable. C'est un modèle qui marque l'apparition de nouveaux concepteurs dans la ville d'abord, c'est-à-dire que les paysagistes ont pris une place très importante. Et la nature n'est arrivée à devenir presque la structure qui va porter le développement urbain. Plus récemment, autour des questions de développement durable, ce sont ces écoquartiers dont on entend beaucoup parler. Donc il y a des projets sur Lyon, effectivement. Il y en a bien sûr ailleurs qui sont plus emblématiques encore, qui sont connus, comme BZ en Angleterre ou le Vauban à Fribourg, Malmö, etc., ceux qui sont bien connus. Mais maintenant, vraiment, ça se généralise sur des quartiers plus ou moins grands. Une tendance actuelle, c'est des méga-projets urbains tout à fait colossaux, mais qui concernent essentiellement des nouveaux pays riches, des pays émergents, qui ont besoin de se créer très rapidement autour de leur ville une image forte de ville internationale et avec des projets très marquants. A cidade do futuro, ela precisa ser uma cidade onde se poupe mais do que se desperdice, uma cidade que cuide da mobilidade, da sustentabilidade e, sobretudo, ela possa proporcionar uma boa coexistência. Não separar as pessoas. Morar aqui, trabalhar lá, nós temos que ter tudo isso juntos. Misturar renda, misturar idade, misturar religião. Quanto mais mistura houver, mais humana a cidade vai ser e mais sustentável. Ce n'est donc pas une, mais plusieurs tendances qui dessinent la ville à venir. Et des tendances qui ne vont pas toutes dans le même sens. Mixité sociale, priorité écologique, problématique de l'espace. Le futur de la ville ? Pas forcément aussi noir que celui décrit dans les BD et les films. Dessiner la ville de demain, même en pointillé, est une chose. Les personnes que j'ai rencontrées s'y emploient avec leur intelligence et leur imagination.
Mais aussi déterminante pour l'avenir est notre façon de vivre ensemble la ville d'aujourd'hui, quel que soit le regard que l'on porte sur elle.